Bonjour mademoiselle, vous avez 10 minutes pour déguster ces 4 vins. Merci de faire une analyse organoleptique du vin numéro 1 Très bien. et ensuite simplement nous donner ce qui caractérise chacun de ces 4 vins. Mettez-vous là face au public. Top chrono. Alors nous sommes en présence d'un vin qui a une très belle robe dorée, au reflet légèrement argenté. Belle brillance, belle limpidité. Une viscosité assez importante. Nous avons des larmes épaisses qui coulent lentement le long du verre. Nous sommes sur un premier nez qui est déjà extrêmement expressif, extrêmement gourmand, flatteur, sur des arômes primaires très floraux. Il n'y a même pas besoin d'aérer le verre en fait pour ressentir cette gourmandise. Plus on aère en fait le vin, plus il s'exprime sur des notes de fleurs entêtantes, des roses sauvages notamment, des fraisias, des fleurs très capiteuses. C'est un nez d'une belle complexité puisque aux fleurs s'ajoutent des notes d'agrumes, des notes de fruits du verger, de la pêche, de l'abricot. C'est un nez extrêmement plaisant, d'une belle longueur, puisque sur la finale nous avons même des notes un peu fenouillées, légèrement anisées, qui viennent vraiment lui donner un élan et une belle fraîcheur. Très belle intensité, belle complexité, beaucoup de gourmandise. La bouche apporte autant de plaisir que le nez, c'est-à-dire que nous avons une attaque extrêmement souple, gourmande, charmeuse, charnue, avec un beau volume de bouche qui la poursuit, une très belle acidité, notamment sur la finale, qui vient l'élancer. Donc nous avons à la fois un côté charmeur parce que nous avons une présence de sucre qui apparaît dès les premiers instants de la bouche, vraiment quelque chose de très gourmand, un très bel équilibre de par cette acidité, et une finale très longue où on sent que l'alcool, parce que nous... Juste peut-être en rétroolfaction, une présence alcooleuse se fait très légèrement ressentir, mais vraiment très discrète, c'est-à-dire que nous avons vraiment un très bel équilibre de bouche. Les aromatiques gourmandes que nous avions sur les premiers instants se retrouvent, on croque littéralement dans de l'abricot frais. C'est vraiment extrêmement vraiment agréable. Abricot frais, donc on a à la fois ce côté pulpeux, charnu, mais cette belle acidité, cette belle fraîcheur de bouche que nous retrouvons avec des notes un petit peu agrumes, je dirais la mandarine, le yuzu, des notes vraiment très très douces. Nous avons ce vin est d'une fluidité, d'une gourmandise assez remarquable. Ce que je noterais vraiment à regoûter le vin, c'est le parfait équilibre qu'il y a entre le sucre, l'acidité et là, ce que je n'avais pas sur la toute première bouche, une très légère amertume, sans doute due à la peau du raisin. On a l'impression de croquer du muscat, vous voyez, ces peaux un petit peu épaisses qui vous donnent beaucoup de plaisir parce que vous mordez dedans. C'est exactement ce que me fait ressentir le vin. Bel équilibre, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de jeunesse, et vraiment cet équilibre sucre-acidité, légère amertume, qui lui donne beaucoup de gourmandise et vraiment une parfaite structure. Lorsque je goûte un vin comme ça, ce vin me fait immédiatement penser à du muscat en fait. On a vraiment l'impression de croquer du muscat, mais avec vraiment une très très belle acidité. J'irai chercher... pour avoir autant d'acidité, peut-être des terroirs plutôt calcaires en fait, vraiment quelque chose qui donne vraiment un beau grain. Je n'irais pas dire qu'il y a de la minéralité dans ce vin, puisque vraiment pour l'instant il se déguste sur le fruit, sans doute apparaîtra-t-elle avec l'évolution. Pour avoir autant de fraîcheur, je pense que je serai aussi du côté de la mer, aller chercher altitude et mer, vu que le terroir et l'endroit si complet, je serai... Oui, je goûterai ici un muscat de Rivesaltes sur un millésime extrêmement jeune, 2007, avec vraiment beaucoup de plaisir.
Puis-je me permettre de goûter les 3 vins à la suite de manière à mieux les caractériser les uns par rapport aux autres? Sur ce deuxième vin, nous avons toujours cette gourmandise aromatique. Donc nous avons la même expression du cépage muscat, qui est une expression extrêmement puissante. C'est un cépage vraiment qui est assez facilement reconnaissable de par sa puissance, sa générosité des arômes. Le vin est plus gras, le vin est plus puissant, le vin est plus sucré. Nous sommes donc dans un registre, sans doute un millésime moins récent, plus chaud, plus chaleureux, une présence de sucre plus importante, qui fait que la bouche exprime davantage sur cette densité aromatique et cette densité structurale. Voilà, ce vin donc, serait pour moi d'un millésime sur le même cépage, peut-être un terroir différent de par la largeur des pôles que nous avons dans ce vin, et sur un millésime plus chaud. Sur le troisième vin, nous avons des notes caractéristiques d'évolution qui se distinguent dès la robe. En fait, quand nous avons des robes dorées, des notes qui tirent même sur des cuivres, des acajou comme celle-ci, nous savons déjà que soit il y a un passage en fût, soit il y a éventuellement des notes d'évolution dues à l'oxydation naturelle du vin et à son vieillissement. Donc ces notes cuivrées m'indiquent que nous sommes tout de suite dans quelque chose d'un peu plus ancien, ou qui a subi un élevage particulier. Le nez également l'appelle, le vin se caractérise par des notes un peu plus caramélisées, un peu plus café. Nous sommes sur des notes de torréfaction, des chocolats légers. Nous ne sommes plus dans l'abricot qu'on croque frais, mais plutôt dans l'abricot confit, voire sur le noyau d'abricot. Donc des choses un petit peu plus évoluées. Nous sommes encore sur l'expression aromatique du cépage muscat, avec vraiment cette gourmandise. Mais là, l'évolution est notable parce que nous sentons un vin très chaleureux, très gourmand, très envoûtant, beaucoup d'une suavité dans la bouche. Mais de par l'évolution, c'est l'acidité qui recommence à prendre le dessus. Donc nous avons ce sentiment de chaleur sur l'attaque de bouche et après nous continuons sur une évolution qui est caractéristique des vins liquoreux, moelleux, qui contiennent du sucre, mais qui commence vraiment à se patiner avec le temps, à se définir sur cette structure qui trace la minéralité du vin. Donc nous sommes sur... Je ne pense pas qu'il y ait forcément de différence en termes d'élevage. Par contre, il y a une certaine différence en termes d'évolution et donc d'âge du vin. Donc je resterai sur le même cépage, mais là je serai sur quelque chose qui a 5, 6, 7, voire 10 ans d'âge. Sur le dernier vin, en fait, là, nous avons une robe qui peut être trompeuse. Nous avons une robe qui est assez proche du précédent, c'est-à-dire là encore sur des reflets acajou légèrement cuivrés. Mais le nez, de suite, ne nous redonne pas cette gourmandise, ce côté abricot que nous pouvions avoir, pêche vraiment cette suavité. Nous sommes tout de suite dans des notes oxydatives. Quand je dis oxydatives, nous sommes vraiment là sur la noix, la coquille de noix, le marc de café, le chocolat. Des notes qui là témoignent non pas d'une oxydation par vieillissement, mais vraiment d'une oxydation par élevage. Là, je suis vraiment dans la famille de ces grands vins que nous avons en France, qui apportent ces notes que nous appelons rancio. Vraiment, c'est une famille assez magique de vins qui donne ces notes très caractéristiques tirant sur les amandes. Et c'est ce que j'ai également ressenti en bouche, en fait. Puisque la bouche ne laisse pas apparaître la sucrosité, le charnu, la gourmandise, le velouté que nous avions sur les vins précédents. Nous sommes dans un registre beaucoup plus tendu, beaucoup plus vif, avec un alcool qui prédomine. Donc là, nous sommes sur une complexité aromatique tout autre. Nous entrons dans un autre monde qui est le monde de l'élevage, qui est le monde vraiment de ces vins oxydatifs, de ces vins assez magiques. Je dirais même que sur ce vin, la présence de l'alcool est assez renforcée en fait. Le mutage est peut-être un peu plus important. L'élevage en fût, en bois, dans un premier temps, se laisse transparaître. Donc je serai sur un vin qui se différencie structurellement des trois autres par cette prédominance de l'alcool, ce qui se différencie surtout aromatiquement par un registre qui a quitté le fruit
qui a quitté la fraîcheur pour un registre qui va vers l'évolution. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Bonjour, messieurs. Vous avez 10 minutes pour déguster ces 4 vins. Merci de faire une analyse organoleptique du vin numéro 1. Et ensuite, simplement, nous donner ce qui caractérise chacun de ces 4 vins. D'accord. Top. La robe est d'une couleur jaune-or prononcée, de très belle intensité. Le disque est brillant, net, sans défaut apparent. C'est un vin limpide qui nous présente un bel effet de capillarité. Les larmes sont fines, régulières. C'est un vin d'aspect jeune. Quelques reflets argentés qui me précisent dans cet aspect jeune. Le nez est intense, de belles qualités aromatiques. On retrouve justement ces belles notes de fruits du verger, sur une dominante de pêche jaune, d'abricot. C'est un nez qui me donne beaucoup de plaisir. Très agréable, une belle dominante fruitée. À l'aération, le nez est beaucoup plus intense, en gagnant de l'oxygène, de la température. Il se fait beaucoup plus flatteur. On retrouve justement ces belles notes de fruits, mais également des arômes de thé, d'infusion, une petite touche de verveine qui est vraiment très intéressante et qui donne une certaine complexité à ce vin. On retrouve également une petite note d'élevage, sans doute un vin qui a été élevé légèrement en barrique. Un toucher de bois subtil. L'entrée de bouche est franche, vive. Le milieu de bouche est caractérisé par une petite touche de rondeur. C'est un vin qui nous dévoile une belle maturité de raisin. Malgré justement cette belle élégance de rondeur, de finesse, on est sur quelque chose qui est parfaitement équilibré. On a justement ce côté acidulé qui est très fin, qui est vraiment très charmant, qui nous donne du plaisir. Les arômes de rétro-olfaction sont portés, comme je vous l'avais cité auparavant, sur ces belles notes de fruits jaunes, ce côté pêche, abricot. L'intensité est intéressante, une persistance que je qualifierais de 3 Caudalie, un vin qui me donne beaucoup de plaisir. Persistance agréable et très fine. C'est un vin que j'aimerais servir à une température de 10 degrés, justement pour bien avoir toute la qualité, toute l'intensité aromatique, ne pas le servir trop frais, ça ce serait dommage pour lui, pour vraiment révéler ses belles qualités et qu'il soit beaucoup plus flatteur dans votre verre. C'est un vin que si j'avais à le servir de suite, j'aimerais beaucoup vous le carafer. Premièrement, justement pour mettre sa palette aromatique en évidence, pour créer une certaine intensité qui soit très, très agréable pour lui. En accord mes vins, j'aurais beaucoup de plaisir, notamment à ce que le chef vous prépare un foie gras poêlé, en l'occurrence, avec une petite chutney d'abricot, de pêche, justement, qui pourrait créer une belle sensation, une belle harmonie avec justement ce côté parfumé de ce vin et retrouver justement ces beaux arômes. Si j'avais à le servir avec une viande, pourquoi pas oser une volaille pochée, peut-être un suprême de pintade servi avec une sauce crémée, qui là justement pourrait également être assez intéressant, trouver le côté rond, le côté onctueux de ce vin avec la finesse d'une volaille. C'est en l'occurrence un vin doux. C'est pour moi donc un assemblage
de gros et petits Mantzing, en bonne dominante, l'appellation Jurançon. C'est un millésime assez jeune, assez flatteur, 2005. En dessert également, j'ai oublié de vous citer notamment en dessert, vous pourrez notamment s'amuser avec un gratin de pêche et servir justement peut-être une glace à l'infusion verveine qui pourrait justement là également créer une belle harmonie et une belle noblesse dans cet accord mets et vin. Il me reste combien de temps? Deux minutes. 5 minutes. Verre numéro 2. On ressent tout de suite une certaine richesse, une surmaturité du raisin. C'est sans doute un vin issu de raisin botrytisé. Verre numéro 3. Des belles qualités de raisin, de fruits secs, ce côté figue, ce côté date, très intéressant. C'est un vin ambré. C'est un vin ambré, le numéro 3, un Rivesaltes ambré. Verre numéro 4. On trouve un peu plus d'évolution au niveau aromatique. On retrouve cette belle robe ambrée. C'est un vin rancio. Verre numéro 1 également, un vin issu de raisin botrytisé. Rectification sur le verre numéro 1 du passerillage, un vin passerillé, issu de raisin passerillé, pour le numéro 1. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Monsieur, bonjour. Vous avez 10 minutes pour déguster les 4 vins qu'on va vous amener. Oui. Merci de faire une analyse organoleptique du vin numéro 1. Oui. Et ensuite, simplement, de nous donner ce qui caractérise chacun de ces 4 vins. Alors ça, c'était pas mal. Ce qui caractérise chacun de ces 4 vins. Alors non, je suis C'est clair? Très bien. 10 minutes à partir du moment où vous touchez le premier verre. Entendu. Eh bien, mesdames, messieurs, merci déjà de me proposer cet exercice. C'est pour moi un grand plaisir. Je propose de commencer l'exercice et l'examen de ce vin blanc et je vous invite à regarder cette robe absolument magnifique d'un ton jaune or pâle avec des reflets encore un peu verts. Le vin est brillant, limpide et transparent. Il ne présente aucun dépôt. Le disque est moyennement épais. Les effets de capillarité sont moyennement prononcés. Voilà, en conclusion de l'examen visuel, voici, messieurs, un vin qui semble être encore jeune et sans défaut apparent. Je vous invite à passer maintenant à la phase olfactive, avant aération. La gamme aromatique fruitée est immédiate avec une spontanéité magnifique. Ce qui sautonnait dans ce vin, c'est le caractère exubérant de la gamme aromatique. On a affaire certainement à un cépage très parfumé, mais avec également une précision de vendange très qualitative. On a vraiment beaucoup de précision dans les arômes. La gamme aromatique fruitée suggère la rose, le litchi, la rose, des fruits pochés, des fruits pochés comme la pêche à la verveine par exemple, avec des nuances d'infusion, d'une grande précision, donc un premier d'une grande séduction. À l'aération, le vin démontre une dimension minérale intéressante, des nuances. Le sous-sol s'invite je dirais, dans les arômes avec des nuances schisteuses. Et puis il y a une certaine puissance qui est évidemment amenée dans ce vin. Il y a une structure forte. Donc un vin qui semble avoir, en conclusion de l'examen olfactif,
une forte personnalité aromatique, née de très beaux raisins, d'un état sanitaire vraisemblablement très sain, et je dirais peut-être doué également d'une certaine puissance en alcool, voire même de sucre résiduel. Je vous invite à passer à la phase gustative. L'attaque est moelleuse, suave, riche à souhait. Les sucres résiduels sont immédiatement présents et se manifestent au palais avec beaucoup d'élégance. C'est un vin qui, je pense, titre facilement les 60-80 grammes de sucre résiduel avec aisance. Donc on a peut-être affaire à une grande vendange tardive, avec un milieu de bouche animé par une très bonne fraîcheur qui fait beaucoup saliver et puis qui porte ses arômes de manière très élégante sur une grande longueur. La finale est d'une grande élégance, fraîche, finement acidulée. La rétro-olfaction est marquée par des notes de bergamote, de fruits confits. La persistance aromatique est excellente. Au-delà de Psychodali. Voilà donc un vin qui, par sa définition aromatique, séduit immédiatement. Les arguments de ce vin sont évidemment la séduction parfumée, le caractère finement fruité, l'équilibre acidulé qui fait beaucoup saliver. Un grand vin d'équilibre en somme, que j'aurais beaucoup de plaisir à marier soit en cuisine de type exotique pour un accord sucré-salé qui soit bien pensé. J'imagine d'abord un amuse-bouche. Imaginez un amuse-bouche qui soit un macaron à la bergamote et au melon, escorté d'une petite glace au foie gras au milieu, juste pour éveiller les papilles. On pourrait y continuer après avec volontiers une préparation de gambas, qui soit servie avec des mangues de bonne maturité pour rejoindre le caractère exotique et parfumé, avec un peu de poivre de séchant pour apporter du relief et prolonger le plaisir. Quand il aura quelques années, qu'il aura perdu un petit peu de ses sucres, je l'imagine volontiers pour un accord rosé, en compagnie d'un curry d'agneau, vous voyez, un curry léger, une viande qui soit savoureuse, fondante, cuite en cocotte, sur une réduction lente de la viande, et puis ces arômes de curry qui répondent assez bien à ce genre de parfum. Voilà. C'est également le partenaire idéal pour une salade de fruits exotiques, on peut imaginer tous les desserts qu'on veut. Voilà. Une garde évidemment un vin qui pourra regarder, je pense, les 10 prochaines années avec beaucoup de sérénité. Je pense que nous avons affaire à un vin né d'un cépage aromatique, né dans le nord-est de la France, peut-être l'Alsace. Un grand cru, d'une grande élégance. J'hésite sur le cépage quand même entre le Pinot Gris et le Gewürztraminer. Mais ça peut être un Gewürztraminer d'une grande élégance. Je pense à un Gewürztraminer, donc Alsace, un millésime de bonne constitution, frais et élégant, un grand cru du millésime 2005. Voilà. Je vous invite à passer maintenant aux 3 autres vins. Alors, voilà un vin d'une grande richesse qui est très sucré, beaucoup de sucre résiduel, presque sirupeux dans sa texture, parfumé, exotique. Peut-être un vin de passerillage, avec beaucoup de sucre résiduel, au-delà des 190-200 grammes résiduels. Bon, un vin d'une bonne élégance, mais très riche, dur à supporter quand même. Le deuxième est très séduisant, il y a une gamme aromatique qui est légèrement oxydative. Un genre de panel aromatique qui séduit évidemment de certains clients, mais qui nécessite une certaine habitude de ce genre de vin. Le rancio, note d'abricot sec, noix verte, une grande séduction qui sait séduire tous les gens qui adorent ce genre de vin. Bouche de puissance moyenne, avec
des sucres très bien intégrés, sur un registre aromatique extrêmement exotique, d'ananas rôti, d'abricots confits, qui fait beaucoup saliver. Genre de vin qui exprime avec beaucoup de délicatesse un équilibre sucre-acide extraordinaire. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait soit en Hongrie ou à base de raisins passerillés, sur des raisins qui gardent de bonnes structures acides. Le troisième, le nez est assez chaleureux, puissant, sur des notes de cacao brun, de torréfaction, de fruits secs et de noisettes. On s'attend vraiment à un vin d'une grande puissance, hein. Il y a une structure en alcool généreuse. Structure de bouche très puissante, il y a voilà un vin qui doit titrer au moins entre 19 et 21,5 degrés d'alcool. Le genre de vin muté, je pense, qui semble appartenir à la famille des vins de liqueur et qui a subi un long élevage et qui a tiré toute sa complexité d'un long élevage en méthode oxydative. Le plaisir est au rendez-vous, c'est plutôt un vin de digestif ou associé avec des plats distingués. Voilà, ce qui réunit ces 4 vins, évidemment, messieurs, c'est le sucre résiduel, des expressions différentes, certainement des vins dont la structure et la puissance ont été générées par des méthodes de vinification différentes. Ici, une très belle vendange tardive. Ici, un raisin certainement de passerillage. Celui-là, peut-être un vin doux naturel muté, élevé en méthode oxydative. Excusez-moi, peut-être un vin de raisin passerillé et qu'on a ajouté un mou de vin comme on fait à Tokai, par exemple. Et puis le dernier qui semble être l'expression d'un vin de liqueur, un vin de liqueur type Porto, d'une très bonne maison, mais qui est connu, dépassé, je pense, les 30 ans d'âge. Hein. Voilà. En tout cas, c'était une très belle dégustation et c'était très bon. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Vous avez 10 minutes pour déguster ces 4 vins. Merci de faire une analyse organoleptique du vin numéro 1 et ensuite simplement de donner ce qui caractérise chacun de ces 4 vins. Très bien. Donc le vin numéro 1 qui nous offre une couleur or clair au reflet doré, la brillance est nette, la limpidité éclatante. J'attirerai également votre attention sur le fait que le verre givre très légèrement. On a également des larmes qui sont éparses, nombreuses, elles s'écoulent doucement de la paroi du verre. Un disque avec une épaisseur également conséquente et j'attirerai également votre attention sur le fait que c'est un vin qui présente une certaine viscosité. Le nez se montre aromatique, ouvert, charmeur. Il nous emmène dans un premier temps sur des nuances assez flatteuses d'agrumes, l'agrume présenté de façon fraîche avec le zeste de citron. Le pomelos, j'ai des essences également assez nobles de cédra. C'est un vin qui s'offre avec beaucoup d'expression, d'intensité et de netteté sur un registre encore primaire. Une fois aéré, on vient acquérir des nuances assez subtiles de frangipane, d'amande. C'est un lait qui, au regard de cette dégustation, apparaît dans une phase d'ouverture assez marquée, d'une maturité juste. En bouche, l'attaque est franche. L'évolution est portée par une présence d'une très légère sucrosité, une sucrosité que je qualifierais de tendre, tant elle se montre harmonieuse, bien intégrée. Elle joue également une étonnante complicité avec la fraîcheur qui est présente, bien évidemment, apportée par des acides vifs, nerveux, qui amènent à ce début de dégustation beaucoup de fraîcheur aux papilles gustatives. Le milieu de bouche, quant à lui, s'installe sur une texture ample, grasse. Je dirais elle trouve un bon compromis à la fois entre un côté confortable et cette douceur et cette suavité amenée par la présence de sucre résiduel. La rétro-olfaction, on perçoit bien évidemment le registre de fruits que nous avions évoqué précédemment, toujours ce registre primaire. Mais j'attirerai également votre attention sur la tonalité florale assez noble que ce vin présente. On vient se laisser charmer par des nuances de rose, de lavande. La texture de bouche est également portée par une notion de mutage que je qualifie de parfaitement intégrée. C'est vraiment cette
Ce mutage qui va définir le fil conducteur de la bouche pour nous emmener sur un vin avec beaucoup d'ampleur, de structure, mais une générosité que je trouve parfaitement équilibrée. La finale est bonne à l'image de la bouche, elle concilie à la fois ce côté croquant, gourmand et bien équilibré, pour nous emmener sur une persistance aromatique fort agréable de 3 à 4 Caudalie. J'ai pu, au cours de cette dégustation, apprécier un vin qui nous emmène sur des esquisses assez charmeuses, très aromatiques, flatteuses, et en même temps avec beaucoup de personnalité et une bouche avec une caractéristique assez propre que j'aimerais justement emmener sur les accords mets et vins. Des accords mets et vins que je voudrais ensoleiller et colorer. Je pense à quelques crevettes taille travaillées avec un peu de citronnelle, dans lequel le gras du vin viendra nuancer cette texture assez iodée, puis on aura également une concordance au niveau des arômes. Peut-être également se faire plaisir avec une brousse de brebis, travailler avec du miel de lavande, toujours pour rester sur cette même gamme aromatique et côtoyer beaucoup de souplesse et de velouté en bouche. La température de service est très bonne, de 8 à 9 degrés. C'est un vin qu'il faut proposer dans des verres de volume conséquent, mais une aération n'est pas forcément justifiée et qu'il faut vraiment déguster, je vous l'encourage, sur ses premières années, pour vraiment profiter de toute son expression et de sa simplicité. Mon corps se porterait donc sur un vignoble du Languedoc-Roussillon qui est connu pour la subtilité de ses muscats, sur un muscat de Saint-Jean de Minervois, sur un millésime 2007. Sur le verre numéro 4, l'impression principale, c'est que c'est un vin qui a côtoyé au cours de son élevage un contact avec l'air assez subtil qu'on peut appeler Laurencio. Je me dirigerai donc sur un Rivesaltes ambré sur un millésime 1996. Verre numéro 2, nous sommes sur un vin qui a connu la noblesse que je qualifierais du passerillage sur un cépage Petit Mans 5, sur l'appellation du Sud-Ouest, sur un Jurançon, sur un millésime 2004, 100% Petit Mans 5. Caractéristique principale, le fait que c'est un vin passerillé. Le verre numéro 3, nous sommes également sur un vin moelleux avec une présence de sucre résiduel. En revanche, nous sommes sur un vin élaboré en vendange tardive. Je me dirigerai donc par contre sur un pays étranger, sur la Hongrie avec un Tokai qui a peut-être quelques années d'évolution derrière lui, sur un Cipoutonios, un millésime 1993. Donc au regard de la dégustation en fait, de ces 4 vins, on a pu apprécier, vous également je l'espère, 4 vins avec une présence de sucre résiduel. Le premier, le verre numéro 1, qui est un VDN. Le second qui serait également un vin issu de lui d'un passerillage, le troisième d'un procédé de récolte en vendange tardive, et sur le quatrième également, je reste sur ce style en fait de vin doux naturel, mais avec une recherche de rancio, ou en tout cas un contact subtil entre le vin et l'air au cours de son élevage. J'ai terminé l'exercice.